Les patients traités avec des antirésorptifs osseux sont de plus en plus nombreux dans nos cabinets. Alors après nous avoir expliqué que les soins dentaires étaient très dangereux, avec un fort risque d'ostéonécrose post-opératoire, les recommandations semblent s'assouplir petit à petit. Mais qu'en est-il de l'endodontie? Peut-on réaliser un traitement canalaire chez un patient traité avec des biphosphonates? Eh bien, c'est la question que je vous propose d'aborder cette semaine pour notre nouvelle réponse d'expert d'Endo Academy. Lorsque je travaillais à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, je me souviens d'une journée où une collègue de chirurgie orale est entrée dans mon box, ma salle de soins, avec une radiographie en me disant « Pour cette dent, tu te débrouilles comme tu veux, mais il faut la conserver ». Face à ma perplexité à la lecture de la radiographie sur la pertinence de la conservation de cette dent qui était fracturée au niveau de la gencive et présentant une lésion apicale d'origine endodontique, elle me fait comprendre qu'il était de toute façon impossible d'envisager l'extraction de cette dent eu égard au traitement très lourd avec des antirésorptifs osseux que suivait la patiente à ce moment-là. Mon seul plaisir ce jour-là était de voir un chirurgien oral presque me supplier de conserver une dent. C'est pas tous les jours que cela arrive. On associe souvent les prescriptions de biphosphonates au traitement de l'ostéoporose de la femme préménopausique ou ménopausée. Et pourtant, il y a bien d'autres indications à l'utilisation des antirésorptifs osseux qui font que le nombre de nos patients qui suivent de tels traitements augmente régulièrement. Alors, si l'endodontie est très concernée par ces patients, c'est que le risque de complications avec une ostéonécrose après une extraction est loin d'être négligeable, et même s'il n'est pas si important que l'on nous l'a laissé supposer il y a une dizaine d'années. Les antirésorptifs permettent de faciliter le contrôle de l'activité ostéoclastique sur la résorption osseuse, soit en inhibant la différenciation ou la maturation des cellules sanguines en ostéoclastes, soit en inhibant leur fonction, voire en favorisant leur destruction par apoptose. Parce que l'os des maxillaires est sujet à un turnover très élevé, toute modification de l'homéostasie osseuse d'un patient a des répercussions rapides sur l'os des mâchoires. Et le problème de ces traitements est la rémanence de leur action et le fait qu'ils restent problématiques très longtemps après leur administration. Alors on distinguera les administrations per os, par la bouche, moins problématiques, des injections en intraveineuse dans lesquelles la durée de vie du médicament est supérieure à 6 mois. L'implication des traitements dentaires sur le risque d'apparition d'ostéonécrose chez des patients traités par antirésorptifs a été continue et continue d'être discutée. Les études publiées dans les années 2010 peuvent être même très contradictoires. Quand l'équipe de Hoff démontrait une corrélation presque nulle, Estilo montrait, quant à lui, que 51,4% des patients étudiés en cours de traitement avec des biphosphonates ne guérissaient pas après une extraction dentaire. Vatesnavos démontrait, lui, avec une cohorte de 1621 patients, qu'il y avait une forte augmentation de la prévalence de l'ostéonécrose imputable à la prescription de biphosphonates. Notons cependant que dans cette étude, seules les procédures chirurgicales prothétiques et parodontales étaient étudiées, mais pas les traitements endodontiques. Sur ces observations, les traitements endodontiques non chirurgicaux ont donc été considérés presque comme la porte de sortie pour ces patients. Les dents non conservables pourraient le devenir chez les patients traités par biphosphonates. Il y a cependant 2 stades du traitement qui pourraient être problématiques chez les patients en cours de traitement. Le premier, ce sont les lésions des tissus parodontaux au moment de la pose du champ opératoire ou l'utilisation de matrices, par exemple, pour reconstituer la dent avant de faire le traitement. Et la seconde est plus insidieuse. On rapporte souvent l'implication de micro-organismes de la famille des actinomycètes dans la non-cicatrisation de certaines lésions. Or, plusieurs études ont montré l'implication de ce micro-organisme dans le développement des biofilms sur les ostéonécroses. Et en tout cas, il est très souvent retrouvé. Pour ces raisons, certains auteurs préconisent une prescription antibiotique avant la réalisation du traitement pour se prémunir de ce risque d'infection secondaire inhérent à la technique opératoire. Quant à la cicatrisation osseuse, il n'y a aucune étude qui tente à montrer une différence ni dans le processus de cicatrisation, ni dans sa célérité. À part le fait que le traitement canalaire devient une véritable alternative à préférer dans le cas des patients suivant ce type de traitement, les seules recommandations publiées pour le moment
par une société scientifique d'endodontie sont celles de l'American Association of Endodontists, qui datent de 2006. Elles ont été compilées en 2012 dans leur newsletter Colleagues for Excellence, dont vous trouverez le lien dans le message sous la vidéo. Étant donné le peu d'influence d'un traitement canalaire sur l'apparition des ostéonécroses, il y a finalement peu de recommandations nécessaires ou encore moins publiées. Voici cependant celles que l'on trouve dans la publication de Moinzadeh en 2013 dans l'International Endodontic Journal. Ces recommandations sont proposées sur de simples raisonnements subjectifs des auteurs et comme eux le disaient eux-mêmes. Le groupe des patients le plus à risque sont ceux traités par injection intraveineuse de biphosphonate depuis plus de 3 ans pour la prise en charge de pathologies chroniques. On recommandera un rinçage de la cavité buccale avec un bain de bouche à la chlorhexidine pendant 1 minute, ce qui permet de diminuer la charge bactérienne de la cavité buccale et donc de diminuer le risque d'inoculation de micro-organismes au sein de l'endodonte. Pour éviter de créer une vasoconstriction, qui est un élément favorable à l'apparition d'ostéonécrose, il est déconseillé d'utiliser un vasoconstricteur pour l'anesthésie. Il faudra travailler dans des conditions d'asepsie optimisées, avec par exemple la désinfection de la dent et du champ opératoire pendant 2 minutes avec de l'alcool à 80%. Enfin, on évitera au maximum les lésions gingivales, surtout celles pouvant être générées avec le clamp. Et on évitera la protrusion de débris au-delà du foramen et faire donc très attention au moment de la vérification de la perméabilité apicale. On essaiera d'éviter au moins les dépassements, même minimes, de matériaux d'obturation. En fait, ce ne sont que des choses banales. Quant à la prescription d'une antibiothérapie prophylactique, aucune donnée ne permet de justifier sa pertinence. Elle peut en revanche se justifier non pas à cause du traitement par antirésorptif, mais à cause de la pathologie chronique qui est. La seule situation dans laquelle les auteurs justifient ou proposent une antibiothérapie est celle du traitement canalaire d'une dent à pulpe nécrosée et au canal infecté, chez un patient traité par biphosphonate par intraveineuse depuis plus de 3 ans. Et parce que l'actinomycète, encore une fois, est souvent retrouvé dans le cadre d'ostéonécrose des mâchoires, l'amoxicilline serait la molécule la plus recommandée. Depuis quelques années, une nouvelle classe d'antirésorptifs, dits anticorps monoclonaux anti-rancligants, sont préférés dans les situations où cela est possible, par exemple le denosumab. Quelques cas d'ostéonécrose des mâchoires ont été décrits dans ce contexte également, mais on peut penser que finalement les recommandations, notamment en endodontie, restent les mêmes. Donc en conclusion, d'après la littérature disponible sur le sujet et qui reste néanmoins très limitée, il n'y a pas de contre-indication à la réalisation de traitements endodontiques chez les patients traités avec les antirésorptifs. Et je dirais même au contraire, puisque l'extraction s'avère quasiment contre-indiquée, eh bien l'endodontie retrouve pleine sa place. Quelques recommandations simples suffisent. Pour en revenir à la patiente dont je vous parlais en introduction, eh bien sa dent était très délabrée, avec plus aucune structure coronaire. J'avais donc le choix entre clamper en m'appuyant sur la gencive et faire courir à la patiente un risque de développer une ostéonécrose ou de faire le traitement canalaire sans digue. Qu'auriez-vous fait à ma place? Difficile de choisir entre la peste et le choléra quand même. Eh bien, ce jour-là, j'ai préféré le choléra. Et c'est un des très rares cas finalement où dans ma carrière, j'ai dû réaliser un traitement canalaire sans digue. Honnêtement, je m'en souviens encore. À très bientôt.